Ok, ben merci beaucoup pour l'invitation à présenter mes travaux. C'est un plaisir de présenter ce travail devant des praticiens, j'imagine, de la biodynamie pour beaucoup, en espérant que j'ai traduit pas trop mal ce qu'on m'a enseigné sur le terrain ou ce qu'on m'a montré et ce que j'ai pu voir. Voilà. Donc la présentation, ça va être un peu un mix entre mon HDR, mon habilitation à diriger les recherches. Donc c'est un diplôme qu'on passe 10 ans après la thèse pour pouvoir diriger des recherches et avait ce titre-là, Réanimer le monde. Mais ce titre, ça ne sera pas le titre de l'ouvrage qui sortira en octobre pour différentes raisons, mais je vais essayer de vous expliquer tout au long de la présentation ce que je veux dire par réanimer le monde et par ce sous-titre aussi un peu énigmatique, biodynamie et modernité alternative. Euh, alors, par contre, je n'arrive pas à passer le... Pourquoi je n'arrive pas à passer? Ah ouais, c'est bon. Euh, voilà, donc je vais vous expliquer un peu les origines de cette recherche et d'où je parle. Je suis donc socio-anthropologue et j'ai travaillé sur les maïs, sur les controverses autour des maïs transgéniques au Mexique. Les chocs entre maïs locaux d'un côté, maïs autochtone, maïs indien, et de l'autre, les maïs transgéniques. Et j'ai essayé de démontrer, c'était dans le cadre de ma thèse, à quel point ce choc entre maïs était bien plus qu'un choc entre techniques agricoles, mais un choc de monde, de représentation du monde et de représentation du vivant, de représentation de l'économie, de la propriété. Bref, un choc de monde, un choc ontologique aussi, et un choc épistémique, puisqu'il y avait les savoirs en jeu entre savoir traditionnel et savoir biotech étaient extrêmement contrastés. Voilà, je ne pouvais plus trop faire de terrain pour des raisons logistico-familiales au Mexique, des terrains longs. Donc j'avais décidé en 2014 d'ouvrir un terrain. Alors pour terrain, c'est un terrain d'études hein, dans le vocabulaire de l'anthropologie. Donc chez moi en Anjou, la région dont je suis originaire, et sur la biodynamie. Bon, ça s'est imposé parce que c'était là où se développait le plus la biodynamie, mais mon entrée était plutôt par la biodynamie. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir aussi une résonance entre maïs et vigne, qui sont deux plantes, le maïs au Mexique et la vigne en France, avec une charge culturelle très forte, qui sont plus que des plantes, c'est vraiment des plantes à la base de l'organisation sociale. Donc ça aussi, c'était assez intéressant. Et un des objectifs sur mes terrains latino-américains et plus particulièrement sur le terrain mexicain, chez moi en France. En partant, en fait, l'idée de base était la question de base. Donc on est en 2014, c'était est-ce qu'on peut parler d'animisme à propos de la biodynamie? Est-ce qu'il y a des relations à la nature qu'on pourrait qualifier d'animisme, donc qui impliquent des esprits et des formes de communication avec les non-humains chez nous en Europe? C'était une question très exploratoire. Je savais même pas trop ce qu'était la biodynamie, enfin pas plus qu'un consommateur bio lambda, on va dire. Mais j'avais l'intuition que, on pouvait éventuellement trouver des traces de ce type de relation, ou au moins d'autres types de relations à la nature dans ce type de pratique. Et donc, c'est ce que j'ai un peu appelé, enfin, je ne suis pas le seul à appeler ça comme ça, mais ce qui m'intéressait, c'était l'altérité du proche, c'est-à-dire chercher chez nous, en Occident, des formes de relations à la nature qui n'étaient pas strictement naturalistes ou strictement modernes. Voilà. Euh,
ça me permettait aussi de poursuivre une réflexion que j'avais entamée sur ce que j'appelle les modernités globales, modernités avancées et leurs formes alternatives. Donc, que j'avais essayé de caractériser à travers les mouvements de résistance aux OGM au Mexique. Voilà, ça c'était un petit peu les questions de base. Et la méthode est basée sur une enquête donc, qui s'est étendue entre fin 2014 et, 2000, et fin 2019, on va dire, en Anjou, donc sur 6 ans, à base beaucoup d'entretiens qualitatifs d'entre 1 heure et 4-5 heures pour les plus longs, mais on va dire des entretiens de 2 heures en gros en moyenne. Donc 95, enfin, au total, il y a plus de 100 entretiens essentiellement avec des vignerons, une soixantaine, mais aussi beaucoup avec des formateurs, des conseillers, des stagiaires, des cavistes. Et autre particularité de la méthode socio-anthropologique, c'est l'observation participante qui consiste en gros à faire avec les gens. Et là, j'ai suivi partiellement une expérimentation en homéothérapie appliquée à la vigne, des causeries biodynamiques, mais surtout, j'ai participé à de nombreux ateliers, des formations force de vie, pour ceux qui connaissent, mais j'y reviendrai. Je veux un peu insister parce que c'est pas forcément tout le monde n'est pas euh, trop familier avec les sciences sociales. Donc je voulais insister un petit peu sur l'approche socio-anthropologique. Donc traditionnellement, l'approche plutôt anthropologique, il s'agit d'aller loin, en gros, d'aller plutôt dans les pays du Sud ou loin, en tout cas hors d'Occident, pour se confronter à des formes d'altérité, pour donner sens, expliquer. Voilà, et c'est vraiment une méthode basée sur l'enquête de terrain. Vraiment, ce qui fait preuve en anthropologie, ce qui est gage d'un travail de qualité, c'est le terrain. Donc, traditionnellement, ça consistait à aller vivre avec les gens. Là, et certains le font. Il y a des thèses actuellement qui se font sur la biodynamie où les gens ont vraiment fait des périodes longues de woofing. C'est pas tout à fait mon cas. Mais bon, j'ai passé quand même beaucoup de temps avec les gens, que ce soit dans des entretiens assez serrés, enfin, assez longs et qualitatifs, et dans les dans les observations participantes, comme je vous disais tout à l'heure. Et l'anthropologie consiste ensuite à revenir chez soi et donner sens à ce qu'on a vu sur place, en faisant des allers-retours entre des descriptions ethnographiques et un corpus théorique, donc toute une série de concepts. Moi, j'ai beaucoup mobilisé le cadre qui est encore plus devenu à la mode qu'au début où je l'utilisais de Philippe Descola, mais pas que. Et donc, et aussi, on jongle aussi avec les catégories indigènes, les catégories autochtones, les catégories des acteurs qu'on analyse et on essaye de leur donner sens. C'est vraiment un exercice de traduction, généralement de monde à monde. Alors là, ça se posait un peu différemment puisque c'était un objet, entre guillemets, qui restait en Occident. Mais voilà, il y a vraiment cet exercice de traduction qui est de traduction conceptuelle souvent. Et ok, je reprends le fil, je suis absolument désolé. Donc bon, bah, ça je vais passer parce que la biodynamie, je pense que la plupart connaissent si vous êtes là. Voilà, il y a trois parties dans mon habilitation à diriger les recherches. Une première partie qui s'intéresse aux politiques de la biodynamie, une seconde au savoir, sur laquelle je ne reviendrai pas ce soir, une dernière aux ontologies, c'est-à-dire au rapport à la nature. Et je me demande si cet ensemble de politique, savoir et d'ontologie ne finit pas par composer des formes de modernité alternative, c'est-à-dire une pratique de la modernité autre. Voilà, et l'hypothèse que je défends dans cette habilitation à diriger les recherches, c'est celle de la réanimation du monde, de réanimer le monde au double sens, dans la dimension vitaliste, écologique,
Donc un des enjeux de la biodynamie serait de réanimer le monde dans ce premier sens vitaliste, c'est-à-dire de redynamiser le vivant, de répondre, de réanimer une modernité un peu malade de sa crise écologique. Et aussi, il y a l'expression réanimer le monde me plaisait particulièrement parce qu'aussi elle pouvait renvoyer à cette histoire de retour de forme d'animisme avec la dimension spirituelle du mot réanimer, le retour de l'âme. Donc une espèce de double réponse à la crise de la modernité, que ce soit la crise de sens ou la crise écologique. Voilà, donc je vais essayer de faire cette présentation non pas en trois parties, mais en deux parties, parce que je sauterai celle sur les savoirs, puisqu'il y a déjà des articles publiés, et je centrerai peut-être sur les questions ontologiques. Donc la première partie que j'avais appelée du rhizome au cosmos, niveau de politique. Je reprends là des catégories de Bruno Latour sur le cosmopolitique, le mésopolitique et l'infrapolitique. Vous m'entendez bien là? Parce que je vois que c'est connexion assez instable. Non, c'est bon. Ça va, ça grésille un peu, mais ça va, ça tient. Ok. Donc la première partie, c'est j'essaye d'analyser ce qu'on pourrait appeler les cosmopolitiques de la biodynamie. Bon, c'est un terme que Latour et Stengers ont mis en avant pour souligner le fait que certains éléments qu'on ne considérait pas comme politiques l'étaient. Par exemple, Latour prend le cas des microbes qu'il a développés ou des exoplanètes. Bon, les microbes qui, jusqu'au 19e et jusqu'à leur invention scientifique ou leur découverte scientifique, n'étaient pas politiques, mais qui ont produit, du fait de leur existence, toute une série de conséquences politiques, les politiques hygiéniques. Et là, l'idée, c'est vraiment de montrer justement ces cosmopolitiques de la biodynamique. Les vignerons en biodynamique composent avec un cosmos qui n'est pas tout à fait le même que celui des conventionnels, en prenant en compte les cycles cosmiques notamment, mais pas que, aussi en proposant des formes d'agroécologie spécifiques. Et là, je reviens aussi sur la contribution un peu historique, et ça je m'appuie sur les travaux de Dan McCannan, sur les contributions historiques du courant biodynamie à l'agroécologie en général, enfin au mouvement de l'agriculture biologique et à l'agroécologie, où il rappelle notamment le rôle qu'ont joué des jardinières en biodynamie au début des années 60 dans le procès qui va alimenter Silent Spring, le printemps silencieux, qui est un des ouvrages fondamentaux de l'écologie politique en Amérique, enfin aux États-Unis, dans l'historiographie nord-américaine. Généralement, on fait remonter à Silent Spring le début du mouvement écologique. Et en fait, bon, en se documentant un peu, on se rend compte que des jardinières en biodynamie ont joué un rôle assez important dans ces premières contestations enfin, premières contestations publiques à grande échelle du développement de l'agrochimie, entre autres. Voilà, donc et c'est cosmopolitique aussi au sens que Stengers l'utilise, que c'est la capacité à questionner les évidences, et là, en l'occurrence, les évidences de la modernisation agricole. En fait, là où, à une époque où tout le monde, enfin à peu près une très grande majorité, adhérait à cette modernisation agricole, c'est un des premiers cas de remise en cause du développement de l'agrochimie et de l'utilisation des pesticides en agriculture. Voilà, donc en ce sens, c'est en ce sens que j'utilise le terme cosmopolitique. En fait, c'était parti d'une intuition que souvent dans les entretiens, les gens me parlaient de considérations très générales ou de considérations très particulières, donc plutôt de la cosmopolitique ou de l'infrapolitique, mais me parlaient assez peu du niveau moyen politique. Et alors,
beaucoup ne le faisaient pas, mais ceux qui le faisaient, par contre, le faisaient à fond. Et ce qui était intéressant, là, le niveau mésopolitique, c'est plutôt le niveau qu'on entend classiquement comme politique, c'est-à-dire les rapports à l'État ou les mouvements sociaux. Et là, je l'ai analysé à travers une série d'épreuves, en fait. Il y a tout un courant théorique autour de la sociologie des épreuves, où en fait, on se rend compte des enjeux sociaux quand il y a un conflit ou une épreuve. Et là, j'ai essayé de montrer quatre épreuves, la mésopolitique. Là, on se situe vraiment dans de la politique assez classique. Entre, par exemple, la première, entre une conception de la biodynamie plutôt technique, là, qui, en l'occurrence, qui était défendue par la Chambre d'agriculture en Anjou, et une division, enfin une vision plutôt techno-commerciale, on va dire, et une vision beaucoup plus paysanne, sensible, qui renvoyait plutôt à la vision du GAB. Donc, et comment ces deux visions avaient institutionnalisé de manière un peu différente la biodynamie dans le contexte de l'Ouest, on va dire. Aussi la controverse, enfin l'épreuve des appellations. En gros, au sein même du mouvement biodynamiste, il y a des visions différentes du positionnement à avoir face aux appellations entre les courants, on va dire, Nicolas Joly en Anjou, qui prône pour une renaissance des appellations, donc une vision critique des appellations telles qu'elles sont actuellement, mais une volonté de les refondre sur la base de la revitalisation des sols notamment. Et ceux qui en ont eu marre d'être refusés en gros aux agréments viticoles et qui du coup sont plutôt entrés en rupture, alors plus proche du mouvement des vins naturels, généralement des vinifications naturelles. Donc voilà, il y a des enjeux de type de vinification, mais aussi de rapport aux institutions du vin qui sont joués au sein de la biodynamie au sein de la biodynamie, mais aussi contre d'autres, contre, on va dire, enfin, la viticulture conventionnelle, notamment le fait, il y a eu le troisième épreuve, celle des salons, que beaucoup de viticulteurs en bio et en biodynamie n'avaient pas de place dans les salons officiels. Du coup, ils en ont créé une et au point d'arriver au week-end, généralement fin janvier, autour d'Angers et Saumur, où les salons alternatifs, on va dire, que ce soit en biodynamie ou en vin naturel, deviennent au moins en termes de visibilité, peut-être pas en termes de volume de vente, bien plus importants que le salon historique des vins de Loire en Anjou. Donc une épreuve là plutôt gagnée au moins sur la partie symbolique des biodynamiques. Donc ça a été des combats assez durs pour monter ces salons alternatifs et leur donner une reconnaissance sur 10, 15 ans. Et l'épreuve des installations, en fait, j'essaye de montrer comment, autour notamment de Marc Angeli, c'est monter un modèle d'installation alternatif sur des petites surfaces en travaillant de la qualité. Alors, en bio, forcément, mais aussi des fois en biodynamie, mais comment il s'agissait de faire à peu près le contraire de ce que l'on enseigne dans les lycées agricoles, pour reprendre l'expression de Marc Angeli. Donc vraiment au début qui ne m'étaient pas apparus si clairement, mais en y regardant de plus près, des combats politiques au sens classique assez rudes sur du long terme et qui marquent des clivages au sein du courant biodynamique, mais aussi face à d'autres modèles agricoles. Et voilà, j'essayais aussi de montrer, là, en reprenant les catégories de James Scott, ce que peut être l'infrapolitique de la biodynamie. Alors, tout ce qui est infrapolitique, c'est tout ce qui est, on va dire, sous le radar de l'État, pour le dire un peu élégamment. Normalement, Scott applique ça à toutes les zones, justement, qui sont peu contrôlées par des États centraux.
Bon, là, ça, c'est pas non plus le cas, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au moins en Anjou, il y a une volonté de s'organiser de manière assez organique et de manière assez peu institutionnelle pour faire les choses, on va dire, sans, sans dépendre le moins possible des institutions viticoles ou de l'État. Ça passe par des groupements de vignerons qui organisent des micro-salons, donc une forme de dynamisme collectif et de recherche d'autonomie. Politique sans que ce soit, ça passe par des institutions trop formelles. Donc voilà ce que j'entends par les infrapolitiques de la biodynamie et parfois même en ce qui concerne les dimensions plus ésotériques ou les pratiques type comment on fait pour se fournir de la corne, enfin des cornes ou des vessies de serre ou d'autres éléments, une politique du texte caché comme dirait Scott où là, il s'agit d'être discret sur ce qu'on fait sans pour autant que ce soit de la dissimulation, mais plutôt la volonté de pas être soumis à des contrôles trop stricts. Voilà pour ce que j'appelle les infrapolitiques de la biodynamie. Donc c'est assez intéressant de voir ces différents niveaux du politique, puisque à première vue, il est assez difficile de saisir les dimensions politiques de la biodynamie, mais en y regardant de plus près, on peut y voir ces différents niveaux. Voilà pour la première partie de mon travail. Je passe très vite sur la deuxième. Je renvoie à des textes que j'ai écrits sur les syncrétismes de savoir dans la biodynamie, où je m'intéressais à comment les biodynamistes faisaient coexister et cohabiter des formes de savoir qui sont a priori plutôt exclusifs les uns des autres. Enfin, si on les pense de manière un peu abrupte et de manière très détachée des pratiques, mais en fait, dans les pratiques très concrètes, il combine tout le savoir scientifique, savoir technique, savoir expérientiel, paysan et savoir ésotérique de manière assez souple et pragmatique dans la mesure où ça leur parle et ils considèrent que pour eux, ça marche. Donc, je pourrais revenir sur cette idée-là, mais je l'ai déjà développée dans d'autres papiers si ça vous intéresse. Et je liais cette question à celle du care et du compagnonnage, notamment avec le végétal. Le care entendu comme un régime d'attention particulier, particulièrement vif, et lié à des pratiques de soins. To care, faire attention et donner du soin. Donc voilà, ça c'est, je l'ai développé déjà dans des papiers. Je ne vais pas aller trop là-dessus et je vais vraiment essayer de me concentrer sur cette dernière partie qui concerne ce que j'ai appelé les ontologies à géométrie variable. Euh, Avec cette tripartition biodynamie, esprit qui correspondent à mon avis au caractère bio-naturaliste de la biodynamie, dynamie le caractère plutôt analogique et esprit au caractère plutôt animiste. Donc là, toute cette partie s'applique à préciser ce dont je vous parlais tout à l'heure sur cette question de base. Est-ce qu'on peut parler d'animisme à propos de la biodynamie? En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'essaye de montrer qu'en fonction des situations, de situations très particulières, les biodynamistes sont plutôt naturalistes, plutôt analogiques ou plutôt animistes. Mais là, ça demande peut-être des définitions, puisque tout le monde n'est pas familier du cadre de Descola, même s'il est à la mode. Voilà. Donc le cadre de Descola, enfin Philippe Descola a proposé à partir de son travail chez les Achuars en Équateur, qui est une ethnie des basses-terres amazoniennes, et il a fait contraster. Bon, déjà, premièrement, il a constaté que la notion de nature n'existait pas chez eux et que ça lui a bien posé question. Et
du coup, par contraste, il s'est dit, bah, alors nous, c'est quoi notre rapport à la nature? Et il l'a appelé justement naturaliste parce que nous, on croit et on croit en la nature, on pense que la nature existe et c'est une catégorie d'action et de pensée extrêmement importante pour nous. Et donc, il a fait un schéma avec 4 entrées où il fait contraster intériorité, extériorité. En gros, nous, le régime naturaliste, c'est le régime où on a tous la même extériorité physique, on a tous une physicalité, mais on a des intériorités différentes au sens où les humains sont exceptionnels par rapport au reste des existants, qu'ils soient animaux ou végétaux. Donc les animaux, les végétaux, globalement, chez nous, n'ont pas d'âme normalement, n'ont pas d'esprit, n'ont pas d'intériorité, ne sont pas sujets. C'est des objets de droit, c'est pas des sujets. Voilà. Alors que chez les animistes, c'est l'inverse. En fait, on a tous une même intériorité, on a tous une âme, mais on a des physicalités, on a comme des déguisements différents. Donc ça, c'est le contraste. Et après, il en rajoute deux, vu que c'est un structuraliste, il aime bien les trucs bien symétriques. Il rajoute l'analogisme et le totémisme. Bon, le totémisme, moi, ça m'intéresse pas parce que j'en ai pas utilité, mais surtout, moi, je me débarrasse assez vite de cette histoire d'intériorité, extériorité, pour différentes raisons. Par contre, je m'intéresse vraiment aux descriptions qu'il a fait de ce que c'est le naturalisme, ce que c'est l'analogisme et ce que c'est l'animisme, et j'essaye de reprendre son espèce de cahier des charges pour voir si ça s'applique à telle ou telle situation sur mon terrain. Et j'en arrive à cette histoire d'alternance, en fait, de variation en fonction de situation. Donc, voilà, là, j'étais très abstrait, je vais rentrer un petit peu dans le concret. Alors, bon, pour moi, les biodynamistes, enfin, déjà, c'est des vignerons avant d'être des biodynamistes, de la plupart des gens que j'ai rencontrés. Et en tant que vignerons, ben, ils sont essentiellement naturalistes au sens où ils croient vraiment qu'il y a la nature, il y a eux, il y a la nature, même si dans le cas de la vigne, c'est relativement hybride, on ne sait pas trop si c'est une liane ou si c'est... Enfin, c'est à la fois une liane, elle a un côté sauvage, mais elle est aussi très, très domestiquée. Mais en gros, on sait à peu près où est la nature et où est la culture et surtout on travaille essentiellement avec des matériaux, du bois, du métal, dans les dynamiseurs, dans les tracteurs. On travaille avec des machines. Bon, il s'agit essentiellement de produire, certes de manière écologique, mais de produire. Et donc, moi, j'ai essayé de caractériser leur naturalisme euh, au sens où, enfin, de le caractériser, je pense qu'on n'a pas tous la manière d'être naturaliste entre un forestier ou un caissier chez Decathlon. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes rapports, les mêmes modes d'engagement dans la nature. Je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple du caissier chez Decathlon, mais là, ce qui est sûr, c'est que leur rapport à la nature est vraiment conditionnés et médiés par leur activité professionnelle, le fait qu'ils soient très souvent dehors. Quand ils ne sont pas en salon, ils sont souvent dehors. Et il y en a beaucoup d'entre eux passent 5 6 mois à tailler la vigne, donc ça donne un autre type d'engagement dans la nature. Mais ils cherchent quand même aussi, donc il y a une forme de proximité liée à leur activité professionnelle, mais il y a aussi une finalité, c'est-à-dire qu'ils cherchent à produire. Ils ne taillent pas pour la beauté du geste, pour faire des bonsaïs, c'est aussi pour produire avec des impératifs de rendement ou de qualité, donc qui conditionnent aussi très concrètement leur rapport à la vigne et à tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc voilà, au-delà de leur activité professionnelle, il est clairement marqué, leur rapport à la nature est clairement marqué aussi
par une forme par un engagement écologique, on va dire. Écologique au sens large, au sens scientifique. Il y en a qui ont vraiment des formations en sciences écologiques assez poussées. Donc sur la dimension politique aussi, là on parle d'écologie politique, mais de manière plus générale, une forme d'éthos, d'éthique et écologique, qui passe par notamment une des formes plus volontiers moins violentes que les rapports de domination dominants, on va dire, dans le mode de rapport capitaliste à la nature. Donc des formes d'accompagnement, des formes plus douces. Donc voilà, j'ai essayé de caractériser au mieux, mais bon, ça finalement. C'est assez classique, même si finalement c'était presque le plus dur pour moi de décrire en quoi finalement ils sont comme nous et qu'est-ce qui fait notre rapport à la nature. En fait, le naturalisme, c'est pas si facile à décrire parce qu'en fait on est complètement pris dedans. Alors, c'est plus facile finalement de contraster ce qui est différent. Et ce qui est différent dans la biodynamie, bah, c'est tout ce qui est cet arrière-plan dynamique que moi j'appelle analogique. Alors, enfin, que j'appelle analogique en empruntant la catégorie à Descola. L'analogisme pour Descola, il y a différents marqueurs d'analogisme. Le premier, c'est des systèmes de correspondance. Donc, en fait, pour donner sens au monde, au mobilier du monde, on établit tout un système de correspondance. Alors, un marqueur d'analogisme très classique, c'est celui des quatre éléments, terre, eau, air, feu, qui est absolument central dans la biodynamie, en faisant correspondre à ces quatre éléments des parties de la plante ou des plantes, donc les parties de la plante, racines, feuilles, fleurs, graines et fruits, ou la plante entière. Et à partir de ça, on donne sens au monde sur ce système de relations. Pareil au niveau microcosme, macrocosme, qu'on va retrouver là plutôt dans le calendrier biodynamique. Là, donc ça, c'est vraiment deux gros marqueurs d'analogisme. L'analogisme qui, selon Descola et d'autres, était aussi le marqueur, enfin le mode de rapport privilégié des Occidentaux prémodernes, on va dire, notamment au Moyen Âge et avant. Donc voilà, ça, les systèmes de correspondance entre éléments et micro-macro, c'est vraiment un des grands marqueurs d'analogisme. Et je pense qu'avec la pratique biodynamique, on est au cœur d'une pratique analogiste, inspirée de l'astrologie, mais aussi de pratiques paysannes, des almanachs paysans, mais aussi de l'alchimie. Bon, bref, tout ce dont vous a parlé Aurélie la semaine dernière. En ce qui concerne toujours un des marqueurs principaux d'analogisme, et c'est pour ça que je me débarrasse assez vite de cette histoire d'intériorité-extériorité, parce que sur l'analogisme, ça marche très mal, parce qu'on est sur des systèmes à corporalité multiple. En fait, en régime naturaliste, on a un seul corps, un corps physique. En régime analogique, on a une multiplicité de corps. Alors bon, dans les cadres de la biodynamie ou des théories, on va dire, plus anthroposophiques ou liées, par exemple, aux forces de vie, là, dans les ateliers que j'ai pratiqués, il y a le corps éthérique, enfin le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps spirituel. Peut-être inspiré, on ne sait pas trop, enfin, peut-être que Steiner, pour développer ces différents corps, s'est inspiré des visions plutôt orientales, qui sont elles-mêmes classiquement analogiques. Voilà. Donc il y a ça, ce marqueur d'analogisme est très présent en biodynamie et justement dans les formations force de vie, il s'agit aussi de travailler sur les corps, au-delà du corps physique, sur les corps éthériques, voire au-delà. Un dernier marqueur très important dans l'analogisme, en fait, qui fait le lien finalement entre les éléments du monde aussi, au-delà de ce système de correspondance, c'est la circulation de force, de flux ou d'énergie.
Et alors l'énergie, c'est un mot que moi j'ai souvent retrouvé dans mes entretiens. On le retrouve aussi très souvent dans les textes en biodynamie. Et cette circulation de force, de flux ou d'énergie est vraiment quelque chose de typique de la biodynamie. Donc là par exemple, il y a une photo où on dynamise lors d'un atelier force de vie. Il s'agit de ressentir justement ce flux, ces forces et d'essayer d'y avoir accès. Donc un autre marqueur très important d'analogie, ce qui me font dire que quand les biodynamistes pratiquent la biodynamie de manière assez classique, ils sont vraiment dans des situations qu'on peut caractériser comme analogiques. Et la plupart du temps, en gros, quand ils sont sur leur tracteur ou derrière leurs chevaux, ils sont plutôt dans une relation naturaliste. Mais quand ils pratiquent vraiment certaines activités centrales de la biodynamie, ils sont plutôt en situation analogique. Et éventuellement, il peut y avoir, et ça c'est la troisième partie, des débordements, sans jugement de valeur, mais des empiètements en régime animiste. Donc l'animisme, pour moi, est vraiment marqué par deux éléments. Alors là, je m'éloigne un peu de la définition canonique de Descola, mais ce qui est important dans l'animisme, c'est la capacité à communiquer avec les non-humains qui peuvent être végétaux, animaux, voire spirituels ou minéraux même, et la présence des esprits. Je pense que c'est vraiment un des marqueurs très importants. Donc concrètement, comment ça peut se traduire sur le terrain? C'est par des formes de communication, de diplomatie transespèce. Certains vignerons ou pas vignerons, paysans en biodynamie utilisent par exemple des élixirs, des eaux informées pour éloigner les taupes ou donc, alors c'est ça qui est aussi troublant et qui m'a beaucoup pas amusé sur le terrain, mais d'abord interloqué. Après, j'ai essayé de comprendre ça. C'est la distance des fois entre des préceptes qui semblent justement d'un point de vue naturaliste ou d'une épistémologie naturaliste extrêmement incongrus, et puis voire très éthérés justement, et des pratiques extrêmement concrètes en fait. C'est engagé dans des pratiques. Il ne s'agit pas c'est pas pour la beauté du geste ou pour créer, pour chercher enfin pour créer l'œuf d'or ou un principe alchimique supérieur. Il s'agit de faire pousser des plantes. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant dans la biodynamie, c'est cette histoire de côté extrêmement pratique. Et là, concrètement, là, il y a des essais, je crois que c'est au Jardin d'Altaïr, sur deux différents, enfin des essais qui sont faits. Alors, toujours avec cette fascination pour l'essai, l'expérimentation, qui est un marqueur de scientificité, mais bon, pas sur des plans matérialistes, on va dire. Donc des essais entre plantes informées ou pas informées. Donc là, ça suppose qu'on peut informer des plantes. Donc là, on n'est pas loin Et alors moi, ça m'intéresse parce que ça fait assez écho à des choses que j'ai vues des paysans autochtones avec le maïs au Mexique ou dans les jardins, dans les descriptions un peu classiques des jardins en Amazonie, où on chante des anentes des champs secrets aux plantes pour favoriser la pousse, leur développement, leur vitalité. Donc on est assez finalement, dans certains cas, alors pas tous, mais dans certains cas, on est relativement proche de ce type de pratique. Donc les adresses aux âmes groupes aussi, là je vous en ai parlé tout à l'heure pour éventuellement se défaire des nuisibles. Et là, je reprends la citation de Dorian Schmidt, donc, qui est un des théoriciens, on va dire, des forces de vie, des théoriciens et finalement aussi très pratiques, parce que c'est toute une série d'exercices très pratiques. Il faut faire un pas de plus pour passer du monde des forces formatrices au monde des êtres élémentaires. C'est en intensifiant plus encore l'observation, en augmentant la concentration et la patience qu'on accédera à ces entités. Alors là, il y a une question assez intéressante, un peu d'épistémologie, de concentration, c'est-à-dire que les états de conscience sont obtenus par enfin, des états de conscience différents seraient obtenus
par des formes d'attention au monde différentes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important dans les techniques de la biodynamie. Il y a une forme il y a une conception de la pensée, d'une forme de pensée active qui est assez surprenante d'un point de vue de l'épistémologie naturaliste et qui interroge. Donc bon, voilà, là je fais un peu le pas qui est un petit peu dangereux, on va dire, qui est celui de l'ouverture justement sur le monde des esprits quand on fait ça. Euh, et vraiment, je note que ce soit d'ailleurs au sein même chez les biodynamistes que les êtres élémentaires, c'est un petit peu le thème des êtres élémentaires, donc les êtres qui correspondraient aux quatre différents éléments. C'est un peu le point de basculement, le point où une partie des biodynamistes, y compris des biodynamistes, lâchent un petit peu le raisonnement, où là, vraiment, et là, finalement, on tombe sur des mondes qui ressemblent un peu au monde que moi je connais chez les Embera au Panama, où il y a des présences d'esprit, les Rai en l'occurrence, un peu partout, qui animent le monde, justement. Le principe d'animation du monde, c'est plutôt des esprits. Là, c'est pas de l'énergie, c'est pas de la matière physique, c'est des esprits. Alors là, ça correspond quand même. Moi, sur mon terrain, c'est relativement rare. Ça correspond à des situations rares et à des gens relativement initiés, on va dire, qui ont une pratique longue de la biodynamie. Donc, je ne veux absolument pas généraliser, dire que tous les biodynamistes voient des êtres élémentaires partout. Mais c'est aussi important de le dire parce que, il me semble, parce que c'est un des développements logiques dans l'initiation, on va dire, et un des développements de base, si on reprend même les textes plus fondamentaux de Steiner. Donc, que ce soit complètement en amont ou complètement en aval, il y a un moment, il y a ces types de rapports au monde, ces types d'entités, ou pour reprendre l'expression de Descola, ces types de mondiation, ces manières de faire monde, qu'est-ce qu'on met dans le mobilier du monde? Bah là, dans le mobilier du monde de certains biodynamistes ou des formateurs, il y a des entités qui relèvent de l'esprit, qui ressemblent à des esprits de la nature. Alors, on parle d'esprits des lieux aussi. Alors, plus ou moins, moi, je me suis aussi intéressé, hein, à quels sont les modes d'existence de ces esprits? Est-ce que c'est purement juste dans les livres? Est-ce que c'est au détour d'une conversation? Est-ce que c'est en situation dans un champ? Voilà, j'ai essayé de pragmatiser toujours ça, d'observer la situation, qui parle, quels sont les énoncés et où on se trouve, quoi. Et y compris à m'engager dans ce type de pratique pour voir ce qui pouvait en être dit. Voilà pour et là, on finit sur des modes de relation à la nature ou des ontologies, pour reprendre les termes de Descola, qui finissent à ressembler d'assez près à des choses qu'on peut observer en Amérique latine, même, mais avec toutes évidemment, ces variantes et son identité propre. Voilà, donc cette histoire de géométrie variable, d'ontologie à géométrie variable, c'est précisément pour montrer que, en fonction des situations, on adapte un peu le régime ontologique et on peut circuler de l'un à l'autre. Donc, je pragmatise un peu le cadre de Descola, qui était beaucoup plus structuraliste, où bon, le Japon et l'Amazonie est animiste, et le Nord, et les Andes et le Mexique sont analogiques, et l'Europe est naturaliste et était avant. Moi, je dis que c'est plus compliqué que ça, que y compris dans nos modernités occidentales, il y a des formes possibles de passage des uns aux autres en fonction de situations, en fonction de besoins particuliers, mais aussi en fonction du temps, en fonction des trajectoires initiatiques, puisque, en fait, et ça c'est aussi un des apports théoriques, j'espère, de mon travail, c'est autant chez Descola, il y a une forme d'évolutionnisme, en gros, où on passerait de l'animisme au naturalisme via
L'analogisme, en gros, l'animisme, c'est les chasseurs-cueilleurs, l'analogisme, les sociétés théocratiques, paysannes, et le naturalisme seraient les sociétés modernes industrielles, basiquement, hein. Je caricature à peine, mais il y a un sous-entendu comme ça. Et moi, j'essaye de montrer que, par contre, d'un point de vue initiatique, l'enjeu est de faire le chemin inverse et de revenir à une appréhension plus directe des esprits. Voilà. En passant par une forme de matérialité énergétique propre à l'analogisme. Euh, voilà. Donc voilà, variation en fonction des situations, selon évidemment un viticulteur biodynamiste, quand il est dans une foire, enfin dans un salon du vin, il va pas dire à ses clients, il va pas parler d'être élémentaire à ses clients. Je pense que ce serait pas un bon argument commercial. Donc voilà, quand il est sur son tracteur ou quand il est en train de dynamiser, c'est pareil, c'est pas le même type d'interaction ou quand il est dans une formation biodynamique, il va aller plutôt d'un côté ou l'autre. Donc, vous voyez cette espèce de pragmatique des ontologies que j'essaye de proposer. Voilà, en conclusion générale, parce que j'ai dû dépasser mon temps. Je suis à combien là? Une Non, heure? avec les coupures, t'es bien, il est à peine 9 heures. Ok. Voilà, donc bon, j'ai été vite un peu sur tout. Ce que je veux dire par rapport avec cette histoire de modernité alternative, c'est que à proposer d'autres formes de politique, d'autres formes de savoir et d'autres ontologies, enfin, ou plutôt d'autres rapports aux politiques, d'autres rapports au savoir et d'autres ontologies, les, les, hum, les biodynamistes peut-être proposent des formes ou s'engagent de manière plus ou moins consciente sur des formes de modernité alternative. Pourquoi je parle de modernité alternative? Parce que c'est clairement pas des anti-modernes. Il n'y a pas d'une opposition à la science, au marché, à la technique. Il y a des formes critiques. Mais de la modernité, beaucoup gardent l'affirmation du sujet, la critique, euh, même la raison, mais pas tout à fait selon les mêmes termes. Et le matérialisme, mais pas aussi de manière aussi absolue que la modernité classique, on va dire, ou que les formes d'hypermodernité. Donc c'est pour ça que je propose ce terme de modernité alternative. D'ailleurs, j'ai oublié un S à modernité. Je le mets plutôt au pluriel pour pluraliser le fait qu'il existe, même au sein du bloc moderne, plusieurs variantes et plusieurs alternatives. Voilà. Donc, ils ne sont pas anti-modernes, mais plutôt autrement modernes. Donc, vous voyez, appliqués à l'agriculture, ça donne, ils ne sont pas à l'opposé de la modernité agricole. C'est pas des réactionnaires, mais plutôt des gens qui essayent de faire autrement. Voilà. Et le deuxième élément qui renvoie à cette idée de réanimer le monde et qui était central pour moi dans la réflexion et dans les types de réflexion vers lesquels je vais, c'est ces couplages écologico-spirituels, en fait. Euh, pour moi, la biodynamie m'intéresse pas forcément en elle-même, mais plutôt comme symptôme social des croisements écologico-spirituels en cours. Je pense qu'il y a aussi bien des formes d'écologisation des spiritualités. On l'a vu par exemple, juste pour donner un exemple, Laudato Si, qui est une forme d'écologisation du catholicisme, mais ce n'est pas du tout le seul cas. Et il y a une forme de spiritualisation des écologies. Qui prennent de différentes formes également. Et en fait, les deux croisés, en fait, il y a une espèce de confluence mutuelle entre écologie et spiritualité, alors qui va prendre, je pense, énormément de formes, dont la biodynamie n'en est peut-être qu'une, et il ne faut pas réduire la biodynamie à ça, mais c'est, à mon avis, essentiel, c'est cette dimension à la fois écologique et spirituelle, et c'est une variante de ce croisement. Ce qui m'intéresse particulièrement sur la biodynamie par rapport à d'autres formes de spiritualité un peu plus générale,
c'est le côté très pratique. C'est ancré dans des pratiques agricoles et c'est en ça que ça en fait un objet particulièrement intéressant à étudier du point de vue que ce soit de la sociologie des sciences ou de l'anthropologie de l'environnement. Et donc finalement, cette réanimation du monde au double sens, je ne vais pas vous rappeler les deux sens que je donne de revitalisation et de retour des esprits, on va dire, on peut le lire comme le retour assez logique des refoulés de la modernité urbaine que sont la nature et les esprits, quoi. En gros, on a refoulé la nature dès lors qu'on s'est engagé dans autre chose que l'agriculture de subsistance, dans la société industrielle, finalement, on a rompu d'une certaine manière avec la nature et notre nature, et dans la même veine, on a aussi rompu avec les dieux d'une certaine manière. Et il y a un espèce de... On peut lire la biodynamie et la réanimation du monde comme un espèce de retour logique, mais sous des formes recomposées de ces éléments. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Pardon, j'étais un peu vite et surtout, ça s'est pas mal coupé. Merci.